Il y a quelques mois, avant de sortir ma première vidéo sur cette chaîne, je suis tombé sur cette publication sur Instagram où il est écrit « Tu as le droit d'utiliser ChatGPT comme si c'était ton ou ta psy ». Bon, avant de commencer, je vais être honnête avec vous, ça m'est déjà arrivé. Pendant un an, j'ai parlé à une IA générative type LLM. Je lui ai parlé comme si c'était un ou une psychologue. J'ai vu les points forts et les points faibles de cette pratique et après un an, j'ai pris contact avec une vraie psy. Et ce n'est pas l'IA qui m'y a aidé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour comprendre déjà pourquoi cette publication existe et pourquoi on peut dire que c'est bien d'utiliser un modèle de langage type ChatGPT, Gemini ou Claude comme un ou une thérapeute. Revenons à cette publication. Qui poste ça? Eh bien, vous serez étonné, mais c'est bien une psy. Bon alors c'est vrai, je peux utiliser ChatGPT comme un psy. Je n'ai pas besoin de payer un thérapeute, de galérer sur Doctolib, de me déplacer, c'est une psy elle-même qui le dit. Et c'est vrai que si tu fais de l'anxiété généralisée par exemple, c'est quand même chouette. Tu peux utiliser ChatGPT comme si c'était ton ou ta thérapeute. Tu as le droit, c'est une psy qui l'a dit. Alors je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se payer une thérapie, c'est cher, encore plus si tu y mets de la rigueur et un vrai sérieux, comme y aller toutes les semaines. Pour une personne étudiante ou au SMIC, même une fois par mois, ça peut être compliqué, et ça ne va pas de fait être une priorité. Bien qu'il existe quelques dispositifs aidant à démarrer une thérapie, comme le dispositif Mon Soutien Psy, ou des thérapeutes qui bradent leur prix, rendant plus accessible un soin non remboursé aux personnes les plus précaires, c'est loin d'être suffisant. C'est pourquoi je ne vais pas prendre mon expérience personnelle en exemple ici. Nous allons partir uniquement de cette publication. Tu as le droit, tu peux le faire. Ça peut remplacer gratuitement une thérapie qui pourrait te coûter près d'une centaine d'euros par mois. Alors si c'est ok, pourquoi payer quand on peut avoir ça gratuitement? C'est une psy qui te l'a dit. Avant d'aller plus en profondeur sur ce que dit cette publication, je me suis posé la question, pourquoi ChatGPT est devenu notre ami? Parce qu'on le sait, OpenAI utilise nos données, il n'y a rien de confidentiel et ces données récoltées ne le sont même pas pour nous protéger. Et n'est-ce pas ce que l'on cherche dans un ami? La sécurité du lien et dans ce qu'on lui confie? Alors, pourquoi? Quand on parle d'IA type agent conversationnel, on parle plus précisément des LLM ou MLGE en français pour modèle linguistique à grande échelle. Techniquement, ça fonctionne comment un LLM? Et pourquoi on en vient rapidement à s'attacher à ce modèle de langage alors même que celui-ci n'est pas humain? Et c'est la définition même d'un LLM qui va nous donner un premier élément de réponse. Oui, c'est d'abord sa façon de procéder. Un LLM, c'est une forme d'intelligence artificielle conçue pour comprendre et générer un langage naturel similaire à la manière dont les humains communiquent. Ces modèles sont construits sur des réseaux de neurones profonds qui sont des algorithmes informatiques inspirés par les structures et fonctions du cerveau humain. Un LLM répète et imite à la perfection le langage humain en se nourrissant d'un corpus de texte exponentiel car ce corpus, c'est nous. Et tous les LLM ont un objectif, le même, nous satisfaire, qu'on reste le plus longtemps possible sur la plateforme et ils feront tout pour atteindre leur objectif. C'est pour ça qu'on arrive à s'y attacher et qu'on finit par lui parler comme à un ami. Il nous imite et imite ce qui nous plaît, car son objectif, c'est qu'on continue de l'utiliser, donc il doit nous satisfaire. Quand on parle à un modèle de langage comme ChatGPT, Claude ou Mistral, on parle finalement à des statistiques. Un LLM ne réfléchit pas. Il prédit, grâce à sa base de données, les mots qui doivent venir les uns à la suite des autres. C'est pour ça qu'un LLM, ça peut se tromper, et quand ça se trompe, c'est souvent avec aplomb. Quand ChatGPT nous dit une énormité et qu'il est persuadé d'avoir raison, c'est surtout parce qu'il n'arrive pas à aller au-delà de sa prédiction qui peut s'avérer erronée pour tout un tas de raisons. On appelle cela une hallucination. Et je vais pas m'épancher plus sur le sujet de comment ça fonctionne une IA, mais je vous invite à regarder ces vidéos si ce sujet vous intéresse. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi les LLM sont devenus nos thérapeutes? Selon un article du Monde qui date de 2024, une épidémie de solitude gagne la jeunesse alors que l'on attribuait plus cette problématique aux seniors. Et cette épidémie de solitude qui peut venir de plusieurs facteurs, le Covid, le numérique, le télétravail, a créé un cercle vicieux avec l'arrivée de ChatGPT et de son utilisation massive en tant que confident. Plus tard, un nouvel article du Monde basé sur une étude du Credoc et des révélations d'OpenAI affirme que les utilisateurs très assidus de ChatGPT déclarent plus souffrir
de solitude que les autres. On se sent moins seul tout en étant seul, car ton chatbot n'existe que si tu le sollicites, et l'usage d'un agent conversationnel au détriment des relations sociales peut, à terme, accentuer cette sensation de solitude. Car au lieu de nourrir nos relations sociales, on nourrit une base de données. Des histoires d'amitié et de confidence, parfois même d'amour avec ChatGPT, il y en a plein. Vous les connaissez sans doute, entre Philippe qui a donné un nom à son chatbot et qui l'utilise quotidiennement, à tel point que son chatbot lui génère des images d'eux sans même que Philippe lui en fasse la sollicitation. Une multitude de témoignages de personnes confient avoir commencé à utiliser un chatbot comme confident au détriment de leurs relations sociales proches parce que ces personnes commençaient à se sentir lourdes ou pesantes, notamment après une rupture amoureuse. Il y a aussi l'histoire plus dramatique de Adam Rain, adolescent américain de 16 ans, dont les parents ont porté plainte contre OpenAI, accusant leur agent conversationnel d'avoir encouragé et aidé l'adolescent à se suicider. Et des histoires comme celle de cet adolescent, il y en a plusieurs. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous les connaissez probablement. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo du youtubeur Ryan, une vidéo qui a beaucoup inspiré celle-ci. Ces divers témoignages nous montrent deux choses. L'une, c'est que cette utilisation de ChatGPT correspond à un réel besoin. Pouvoir se confier sans peser sur les autres. On ne va jamais déranger notre agent conversationnel car il existe uniquement pour nous et il ne sert à rien d'autre qu'à nous parler. Et en réalité, c'est tout le rôle d'un psychothérapeute. Mais encore une fois, leur service et leur soin n'est pas gratuit et n'est pas disponible à toute heure de la journée. La deuxième chose, c'est que cette promesse d'être toujours disponible pour nous aider est en réalité un mensonge. Alors oui, elle est toujours disponible, tant que tu as internet ça marche, mais vous le savez, l'IA déteste le conflit. En fait, on l'a clairement programmée pour l'éviter. Donc naturellement, elle ira toujours dans le sens de son utilisateur et elle se suradaptera à lui. Chaque agent conversationnel est le miroir de son utilisateur, et c'est là la plus grande de ses failles. C'est ça qui a fait que ChatGPT a été accusé de pousser à la manie, voire pire, au suicide certains adolescents qui se sont confiés à lui. Maintenant, revenons à notre publication. L'auteuriste de cette publication désigne 3 points de vigilance quant à l'utilisation d'un LLM dans un cadre de remplacement thérapeutique. 1. Bien prompter. 2. Garder un repère humain. 3. Éviter en cas de crise. Nous avons vu les 2 premiers points. Dans les études qu'on a mentionnées, le fait de perdre le repère humain accentue le sentiment de solitude et lors d'une crise, l'utilisation d'un LLM peut être délétère. Comme avec Adam Rain ou Stone Eric Solberg qui a tué sa propre mère alors que ChatGPT avait alimenté sa crise psychotique, lui affirmant que sa propre mère était une espionne. Celui-ci l'a tué par strangulation et il s'est ensuite donné la mort. Il y a même une page Wikipédia qui explique ce phénomène qui se traduit en français par la psychose des chatbots. Si vous voulez que je fasse une vidéo qui creuse un peu plus sur ce sujet, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Alors oui, évidemment, il faut l'éviter en cas de crise. Mais la faille, c'est que suis-je conscient de mon état de crise ? Une psychose se définit par l'éloignement d'un état de pleine conscience, de connexion avec la réalité et peut faire naître par exemple un état paranoïaque comme c'est arrivé à Eric. Cependant, était-il conscient lui-même qu'il était en état de crise ? C'est là toute la limite de cette slide. Alors en quoi un LLM peut être un bon thérapeute ? Et est-ce qu'il peut en remplacer un en chair et en os pendant un temps donné ? Là où il y a de la latence et de l'attente et quand il y a incapacité de se déplacer ou désert médical, l'IA peut répondre tout de suite et proposer un pré-diagnostic. Selon un article scientifique, les modèles d'IA analysent les questionnaires psychiatriques permettant de poser des diagnostics et l'IA identifie les redondances et améliore les précisions de ceux-ci, atteignant jusqu'à 80% de précision. Et cette innovation rebat les cartes de la psychiatrie. Mais ça, c'est la face visible de la carte. Et nous allons voir sa face cachée. Après la plainte des parents d'Adam Rain, OpenAI répond. Les utilisateurs qui ont des problèmes de santé mentale seront traités très différemment de ceux qui n'en ont pas. ChatGPT sera moins utile et moins agréable. Après toutes ces affaires, OpenAI décide alors de discriminer les personnes souffrant de troubles mentaux. Et un mois avant cette annonce, une étude qui parle de comment le modèle LLM discrimine certains troubles mentaux était sortie. Si les LLM font preuve de stigmatisation sur la base de la race, du genre, de la classe sociale ou des troubles de santé mentale, ils risquent alors de nuire aux patients. La stigmatisation des patients par les cliniciens conduit souvent à une baisse de la qualité des soins et à des erreurs de diagnostic.
Les LLM réagissent de manière inappropriée à certaines situations courantes et critiques en contexte thérapeutique naturel. Par exemple, ils encouragent les idées délirantes des clients, probablement par flatterie. Les cadres cliniques, comme la thérapie comportementale dialectique, soulignent que la validation émotionnelle doit être étroitement équilibrée avec les stratégies de résolution de problèmes et de changement. Sans cette friction cognitive, la validation cesse d'être thérapeutique et risque même de contribuer à la pathologie du patient. A l'inverse, les grands modèles de langage type LLM actuels sont souvent optimisés pour la satisfaction et l'utilité de l'utilisateur, ce qui conduit à un comportement appelé psychophonie, soit la tendance à approuver les points de vue de l'utilisateur, même si elles sont objectivement fausses ou nuisibles. Cette psychophonie crée ce qu'on appelle une chambre d'écho. L'individu est camisolé dans ses propres convictions, par exemple le sentiment de persécution, ce qui est complètement défavorable aux soins. Car, contrairement à une relation amicale ou à un personnel soignant qui peuvent faire preuve d'esprit critique, un LLM offre une validation sans faille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Combiné à la fonctionnalité de mémoire du LLM qui aurait permis à l'IA de se souvenir et d'exploiter les vulnérabilités spécifiques des utilisateurs, le système devient un amplificateur faisant autorité des illusions. Et le danger est d'autant plus grave si la personne est isolée socialement. Lorsque Brooks a tenté de signaler officiellement une expérience profondément troublante concernant l'impact psychologique grave de ces interactions, il s'est heurté à des réponses automatisées répétées. Ce n'est qu'après des emails insistants qu'un agent d'assistance humain a finalement répondu, admettant que l'expérience va au-delà des hallucinations ou des erreurs habituelles et met en évidence une défaillance critique des mesures de protection que le système était censé garantir. Ce que nous venons de voir n'est évidemment que la surface d'un iceberg sur l'utilisation de ChatGPT en tant que thérapeute ou en tant que confident. Ces recherches m'ont amené à me dire que cette utilisation peut effectivement être efficace pour un traitement de données, mais quand il s'agit d'interactions humaines, ça peut devenir vraiment dangereux. Après avoir lu tous ces témoignages et pour conclure cette vidéo, je peux vous conseiller qu'une seule chose, entourez-vous et ne restez pas seul. Même si certains dispositifs présentent encore des failles comme les lignes d'écoute 24-24 qui ne répondent qu'au bout de 20 minutes, il y aura toujours un humain au bout. Et ça en vaut sûrement la peine. Prenez soin de vous et à la prochaine.